Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec Charm Stories. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Aussi, cliquez généreusement sur le bouton j'aime car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Serena Monroe était née dans un monde de lustres étincelants et de sol en marbre poli. Son père, Victor Monroe, était le visage d'une entreprise multimillionnaire, et leur manoir, derrière de hautes grilles en fer forgé, incarnait la richesse et le pouvoir. Du point de vue d'un étranger, la vie de Serena était sans défaut. Elle portait des vêtements de marque, fréquentait des écoles privées exclusives, et avait même une petite boîte à musique ornée de perles roses sur sa table de chevet. Un cadeau de Victor lui-même pour son 10e anniversaire. Mais malgré tous les bibelots, les robes et les fêtes somptueuses, l'amour qui comptait vraiment était cruellement absent. Victor était distant, froid dans les moments qui auraient dû être intimes. Un simple câlin ou les mots « je suis fier de toi » étaient aussi rares que la neige en été. Chaque fois que Serena essayait de partager ses réussites, une note élevée à un examen, un prix à l'école, elle le trouvait enfermé dans son bureau, plus absorbé par les affaires que par la vie de sa fille. Le changement radical s'est produit quand Serena avait environ 12 ans, peu après le décès de sa mère d'une maladie soudaine. Avant cela, bien qu'il fût souvent occupé, Victor avait encore montré des lueurs de chaleur, une tape affectueuse sur la tête, un doux sourire à table. Mais le deuil l'avait changé. Il s'était renfermé, se jetant dans le travail, laissant Serena dans le vaste manoir avec des tuteurs et du personnel qui lui rapportaient chaque détail, sans jamais offrir de véritable compagnie. Quand Serena eut 14 ans, une nouvelle présence entra dans leur maison, Olivia. Elle arriva un jour à l'improviste dans une élégante voiture noire, descendant dans une robe de créateur blanche qui soulignait son élégance indéniable. Dès l'instant où elle franchit la porte, Serena remarqua comment les yeux de Victor s'illuminèrent, une lumière qui s'était éteinte depuis la mort de sa mère. Olivia s'établit rapidement chez eux, emménageant dans la chambre principale et réorganisant le personnel. Elle semblait déterminée à effacer tout souvenir persistant de la mère de Serena. Serena essaya d'abord d'accueillir Olivia, espérant que son arrivée pourrait aussi raviver l'affection de Victor pour la famille. Pourtant, la tension ne fit que s'épaissir. La gentillesse d'Olivia avait quelque chose de cassant. Elle achetait à Serena des cadeaux coûteux, des bracelets, des chaussures, même un médaillon en or, mais Serena n'eut jamais l'impression qu'il venait d'une véritable attention. Au lieu de cela, elle avait l'impression qu'Olivia essayait de montrer sa supériorité. « Je suis ta nouvelle figure maternelle, et tu me respecteras. » Victor, soulagé d'avoir trouvé quelqu'un avec qui partager sa vie, fermait de plus en plus les yeux sur le traitement méprisant d'Olivia envers Serena. Le personnel s'adapta rapidement aux exigences d'Olivia, terrifié à l'idée de la contrarier. Serena se retrouva prise entre un père qui ne la voyait plus et une belle-mère qui voulait la voir partir. Pourtant, Serena s'accrochait à l'espoir que Victor se souviendrait à quel point il l'avait aimée autrefois. À ses yeux, elle était toujours la petite fille qui se faufilait dans son bureau pour lui demander de jouer à la poupée quelques minutes. Elle croyait, désespérément, que l'amour enfoui sous son chagrin pourrait encore refaire surface. Cette croyance s'effondra le jour où elle surprit la conversation qui allait changer sa vie à jamais. C'était un soir d'orage. La pluie martelait les hautes fenêtres du manoir, et le tonnerre faisait vibrer les vitres. Serena lisait dans sa chambre, un vieux conte de fées sur une princesse enfermée dans une tour, quand un murmure urgent parvint du couloir. Elle reconnut la voix d'Olivia, aiguë et insistante. Le baryton plus grave de Victor répondit, étouffé mais agité. Curieuse et inquiète, Serena se dirigea sur la pointe des pieds vers la porte, tournant soigneusement la poignée pour qu'elle ne fasse aucun bruit. Elle se glissa dans le couloir, suivant les voix animées jusqu'à ce qu'elle soit devant le bureau de Victor, juste une fente de lumière sous la porte fermée. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle se penchait, pressant doucement son oreille contre le bois. À travers la mince barrière, elle entendit clairement Olivia. « Elle est un fardeau, Victor. » Sa présence complique tout. Il y eut une lourde pause, puis la voix de Victor, basse et troublée. « Olivia, c'est ma fille. Elle est tout ce qu'il me reste. » Exactement. Claqua Olivia. Elle est ton lien avec le passé. Avec ton ex-femme. Notre vie serait plus simple sans elle. J'en ai assez de marcher sur des œufs autour d'elle. Elle est presque adulte, elle peut se débrouiller seule. Le souffle de Serena se coupa dans sa gorge. L'envoyer au loin.
L'idée même lui retournait l'estomac. Malgré l'orage qui faisait rage dehors, ses paumes devinrent moites et froides. Elle n'a que 16 ans. Protesta faiblement Victor. Pourtant, il y avait peu de conviction dans son ton, comme s'il se rendait déjà. Alors envoie-la en pension, ou donne-lui une petite somme d'argent et pousse-la dehors. Peu m'importe. Je ne la veux tout simplement plus chez moi. Plus maintenant. Un éclair illumina le couloir par la fenêtre, reflétant l'image de Serena sur le sol poli. Elle attendit le refus catégorique de son père, qu'il défende son unique enfant. Au lieu de cela, elle l'entendit soupirer lourdement. « Bien, dit-il. » Sa voix empreinte de résignation. « Je le ferai. » Un coup de tonnerre secoua la maison. Serena eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Elle ravala le sanglot qui menaçait de s'échapper. Avant qu'elle ne puisse enregistrer l'énormité de la trahison, elle entendit des pas s'approcher de la porte du bureau. Paniquée, elle se précipita dans le couloir, se glissant dans la chambre d'amis la plus proche. Son cœur martelait contre ses côtes. À cet instant, la pluie battant à l'extérieur, les larmes lui piquant les yeux, Serena réalisa qu'elle ne pouvait plus s'accrocher à l'illusion que Victor la protégerait. Son père venait de choisir le confort d'Olivia au détriment du bien-être de sa fille. La trahison devint réelle le lendemain matin. Avant que l'aube ne soit complètement levée, Victor frappa à la porte de Serena. Il n'avait pas l'air en colère ou furieux, il avait l'air vide, comme s'il accomplissait une tâche lugubre sans émotion. « Serena, » commença-t-il, évitant son regard. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle le regarda, les yeux rougis par une nuit blanche. « Je sais déjà, » murmura-t-elle. Il s'arrêta, la confusion traversant son visage. « Tu » Je vous ai entendu, dit-elle catégoriquement, les bras croisés sur la défensive. « Dans ton bureau avec Olivia. » Un tourbillon de culpabilité, de honte, et quelque chose ressemblant à de la pitié se mêlèrent dans l'expression de Victor, mais rien de tout cela ne se transforma en mots de réconfort. Au lieu de cela, il s'écarta, révélant Olivia derrière lui, les mains sagement croisées devant elle. Par terre, à côté d'eux, se trouvait un sac poubelle à moitié rempli des vêtements et des affaires personnelles de Serena. « Ce n'est pas quelque chose que je voulais. » murmura Victor, bien que son ton ne trahît qu'une pointe de regret. Les lèvres de Serena tremblèrent. Une partie d'elle voulait crier, se battre et exiger des réponses. Mais un instinct plus profond, alimenté par le chagrin, lui dit que c'était inutile. Ils avaient déjà décidé de son sort. « Tiens, » dit Olivia, jetant le sac poubelle à ses pieds avec un regard dépourvu de toute sympathie. « Emballe ce dont tu as besoin. Nous appellerons un taxi pour t'emmener. Où que tu décides d'aller. » Serena cligna des yeux, stupéfaite. « Où je décide d'aller ? J'ai 16 ans. Comment pouvez-vous faire ça ? » Silence. Victor refusait de croiser son regard. Olivia tourna les talons et partit, le claquement de ses hauts talons résonnant dans le couloir. Après un long moment de tension, Victor soupira, se pencha et ramassa le sac. Il le tendit à Serena, le regard baissé. « S'il te plaît, dit-il doucement. Pas, c'est tout. Nous te donnerons un peu d'argent pour commencer. Mais tu dois partir. » Serena prit le sac avec des mains tremblantes. Elle regarda sa chambre, son refuge, la seule maison qu'elle ait jamais connue. Le tapis rose moelleux, les étagères de livres d'enfance, la boîte à musique sur sa table de chevet. Les souvenirs l'assaillirent, dansant avec sa mère dans cet espace même, se vernissant les ongles avec des amis. Maintenant, tout cela semblait vide de sens. Rassemblant les quelques affaires essentielles qu'elle pouvait, elle plaça la boîte à musique dessus, un dernier souvenir de la mère qu'elle avait perdue. Puis, les larmes menaçant de déborder, elle suivit Victor dans le grand escalier. Dans le hall d'entrée, Olivia attendait près de la porte, les bras croisés. « Dépêche-toi » lança-t-elle. « Le taxi sera là d'une minute à l'autre. » Serena sentit la piqûre amère de la trahison se répandre dans sa poitrine. Elle sortit, sac à la main, les yeux fixés sur les grilles du manoir. L'air matinal était frais contre son visage, mais la honte d'être mise de côté lui brûlait les veines. Victor lui glissa une petite enveloppe dans la main. « Tiens, » dit-il. « Ce n'est pas grand-chose, mais ça devrait t'aider à démarrer. » Il s'interrompit, comme s'il cherchait des mots qui pourraient effacer la blessure qu'il avait infligée.
Mais aucun mot ne vint. Les grilles s'ouvrirent avec un grincement, et Serena regarda une dernière fois la seule maison qu'elle ait jamais connue. Le cœur lourd, elle se détourna et descendit l'allée, chaque pas résonnant avec finalité. Derrière elle, Olivia referma les grilles avec un claquement sonore, scellant le sort de Serena. À midi ce jour-là, Serena errait dans la ville sans direction claire. La petite enveloppe d'argent ne contenait que quelques centaines de dollars. Assez pour se payer un motel miteux pour quelques nuits au plus, mais loin d'être suffisant pour louer un appartement. Elle essaya de ravaler sa fierté et d'appeler quelques amis d'école, mais aucune ne répondit. Elle soupçonnait Olivia d'avoir répandu des rumeurs ou de les avoir soudoyées. Ou peut-être était-elle simplement trop occupée par leur propre vie pour risquer la colère de Victor Monroe. Désespérée, Serena se retrouva à la périphérie de la ville à la tombée de la nuit, traînant son sac poubelle dans les rues qui s'assombrissaient. Les lumières de la ville vacillèrent, illuminant des trottoirs sales et des bâtiments froids en béton. À un carrefour, elle vit un prêteur sur gage et hésita, se demandant si elle devait mettre en gage la boîte à musique de sa mère. La pensée lui tordit le cœur. Elle ne pouvait pas le faire. Pas encore. Plusieurs heures passèrent. Et ses pieds lui faisaient mal. Les enseignes au néon des restaurants ouverts tard dans la nuit projetaient des lueurs crues sur les flaques d'eau de l'orage précédent. Elle jeta un coup d'œil dans ces restaurants, voyant des familles partager des repas, des couples discuter autour d'un café, et des serveuses se précipiter entre les tables. Une vague de solitude et de faim la submergea, mais elle n'eut pas le courage d'entrer et de dépenser le peu d'argent qu'elle avait. Finalement, elle tomba sur un parking désert avec une vieille voiture rouillée abandonnée contre un mur en ruine. Les vitres étaient brisées, les pneus à plat. Des déchets jonchaient le sol autour. Pourtant, pour Serena, c'était ce qui se rapprochait le plus d'un sanctuaire qu'elle pouvait trouver. Elle tira sur la poignée de la portière. À sa surprise, elle s'ouvrit en grinçant. Le cœur battant, craignant que quelqu'un ne la surprenne, elle se glissa à l'intérieur et la referma derrière elle. La voiture sentait le moisi et la vieille graisse, mais elle offrait un abri contre le froid de la nuit. Serrant son sac, elle se blottit sur la banquette arrière. Son estomac gargouilla bruyamment, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé depuis le matin. L'épuisement et le chagrin rendirent ses paupières lourdes. Entre l'adrénaline et la peur, elle n'était pas sûre de pouvoir s'endormir un jour. Mais le sommeil vint, agité, hanté par des rêves du visage narquois d'Olivia et du regard froid de Victor. Des larmes coulèrent sur ses joues dans le noir, et un instant, elle se demanda si elle se sentirait un jour à nouveau en sécurité. La lumière du soleil filtrait à travers les vitres sales de la voiture abandonnée. Réveillant Serena brusquement, elle se frotta les yeux, luttant pour se souvenir où elle était. La réalité la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Ce n'était pas un cauchemar dont elle pouvait s'échapper. C'était sa vie maintenant. Son estomac gronda de nouveau, plus fort cette fois. Elle avait besoin de nourriture. Époussetant ses vêtements, un pull froissé et un jean, elle descendit sur le trottoir. Une vague de nausée due à la faim menaça de la submerger, mais elle la repoussa, déterminée à trouver quelque chose à manger. Elle erra dans les rues secondaires, cherchant des endroits qui pourraient offrir des repas gratuits. Au début, sa fierté l'empêcha de demander, mais le désespoir éclipsa bientôt la gêne. Elle s'approcha d'une épicerie, demandant poliment s'ils avaient du pain de la veille ou des produits invendus à donner. Le gérant grimaça et secoua la tête, marmonnant quelque chose sur le fait de ne pas vouloir de rôdeurs. Gênée, elle continua son chemin jusqu'à ce qu'elle trouve une petite boulangerie. L'arôme du pain frais la rendit ivre de désir. Elle demanda timidement s'ils avaient des échantillons ou des pâtisseries invendues de la veille. Le propriétaire lui dit sèchement de partir avant qu'il n'appelle la sécurité. Après des heures de rejet répétés, Serena se retrouva derrière un restaurant avec une benne à ordures en métal cabossé. Son corps bougeait presque en pilote automatique. Elle avait tellement faim que la simple pensée de trouver des restes à l'intérieur faisait gargouiller son estomac. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur, repérant un sac en papier jeté. Essayant de ne pas avoir la nausée à cause de l'odeur, elle le récupéra soigneusement. À l'intérieur se trouvait la moitié d'un sandwich, le pain un peu rassis, mais comestible. Elle était sur le point de prendre une bouchée quand une voix cria derrière elle. « Eh! Sortez d'ici !» Un homme d'âge moyen portant un tablier taché courut vers elle. Surprise, Serena serra le demi-sandwich et s'enfuit en courant, ignorant ses cris continus. Elle ne s'arrêta de courir que lorsqu'elle atteignit une ruelle déserte, le cœur battant.
Ce n'est qu'alors qu'elle s'autorisa à s'affaisser contre le mur de briques, des larmes de honte coulant alors qu'elle dévorait le sandwich. Le destin sembla intervenir lorsque, un jour plus tard, Serena se retrouva aérée près du même restaurant, mais pas près de la benne à ordures. Elle était décharnée et tremblante, de nouveau affamée, mais elle n'était pas sûre de pouvoir continuer à fouiller dans les poubelles. Alors qu'elle passait devant les fenêtres, une voix douce l'appela. « Eh, ma puce. Ça va ?» Serena se tourna, s'attendant à une autre réprimande sévère. Au lieu de cela, elle vit une femme plus âgée aux cheveux poivre et sel, portant un tablier soigné et une expression inquiète. Son badge indiquait « Miss Lila ». « Entre », insista Miss Lila. « Je t'ai vu l'autre jour. Derrière. Tu avais l'air d'avoir besoin d'aide. » Les joues de Serena brûlèrent de honte, mais la chaleur dans la voix de la femme la désarma. À l'intérieur du restaurant, l'odeur de bacon et de café était presque écrasante. Miss Lila la guida vers une petite banquette dans le coin, où la lumière du plafonnier vacillait légèrement. Sans un mot, Miss Lila lui apporta une tasse de thé chaud et une assiette d'œufs brouillés et de pain grillé. Serena n'hésita qu'un instant avant de se mettre à manger. La nourriture était simple, mais cela ressemblait à un festin après des jours de faim. Pendant qu'elle mangeait, Miss Lila s'assit en face d'elle. « Comment t'appelles-tu, ma belle ?» Serena. Réussit-elle à dire entre deux bouchées. Serena, répéta doucement la femme, comme pour tester le son sur sa langue. Tu as l'air trop jeune pour être seule dehors. Que s'est-il passé? Serena ouvrit la bouche, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle ne voulait pas revivre la douleur de la trahison de Victor. Pourtant, quelque chose dans le regard doux de Miss Lila lui arracha la vérité. Elle expliqua en hésitant qu'on l'avait mise à la porte, que son père ne voulait plus d'elle. Quand elle eut fini, Miss Lila tendit la main et lui tapota la sienne. « Je suis désolée que tu aies traversé tant d'épreuves. Si tu as besoin d'un endroit pour te laver ou d'un repas, viens ici, d'accord ?» Des larmes montèrent au coin des yeux de Serena. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Miss Lila sourit. « Eh bien, si tu veux vraiment me remercier, tu peux m'aider à faire tourner ce restaurant sans accroc. Un peu de nettoyage, un peu de vaisselle. Qu'en dis-tu? Je te paierai pour ton temps et te donnerai un repas chaque fois que tu en auras besoin. » Pour la première fois depuis qu'elle avait été mise à la porte, Serena sentit une lueur d'espoir. Bien que le travail soit modeste et le salaire maigre, c'était quelque chose. Elle hocha la tête avec ferveur, la voix tremblante. « Oui. J'adorerais ça. » Miss Lila se leva de la banquette, la lumière du plafonnier reflétant la gentillesse dans ses yeux. « Bienvenue à bord, Serena. » Ce soir-là, Serena travailla jusqu'à la fermeture, nettoyant les tables et faisant la vaisselle. Les tâches lui semblaient étrangement réconfortantes, routinières, utiles. Miss Lila lui glissa quelques dollars supplémentaires dans la main à la fin de son service et lui prépara une boîte de reste à emporter. « Fais attention à toi dehors, » murmura-t-elle. « Et reviens demain matin. Nous ouvrons à 6 heures. » Serena la remercia et partit, les rues de la ville maintenant sombres et calmes. Elle serra plus fort son sac poubelle, ainsi que la nourriture. Son esprit revint à la vieille voiture dans laquelle elle dormait. Peut-être, pensa-t-elle, pourrait-elle bientôt passer à un motel, au moins pour une nuit de repos dans un vrai lit. Si elle économisait suffisamment grâce au restaurant, peut-être pourrait-elle reconstruire sa vie petit à petit. Tournant dans une ruelle isolée, elle écouta le bourdonnement lointain de la circulation. Ses pensées furent interrompues par le bruit de pas lourds derrière elle. Elle accéléra le pas, mais les pas suivirent sa vitesse. L'anxiété monta dans sa poitrine. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, apercevant 3 hommes se rapprochant furtivement. Leurs yeux étaient prédateurs, leur sourire narquois inquiétant. Le chef, grand, avec une queue de cheval lisse, s'avança. « Où tu cours comme ça, ma jolie? On veut juste discuter. » Le cœur de Serena battait la chamade. Elle serra son sac, prête à sprinter. Mais les hommes formèrent un demi-cercle lâche, lui coupant la retraite. La panique la submergea, et elle réalisa, avec une clarté sinistre, que personne d'autre n'était. Jasmine, lui serrant les mains. « Tu viens chez moi. » Jasmine secoua la tête. « Non, je dois retourner au manoir. »« Mes affaires ?» Mais l'expression de Maya s'assombrit. « Jazz, je viens de là-bas.
il a changé les serrures. Tes affaires étaient dans des sacs poubelles sur le trottoir. Des sacs poubelles, Jazz. Une nouvelle vague d'humiliation et de chagrin écrasa Jasmine. Elle eut envie de s'évanouir, son corps tremblant comme si le vent froid lui avait transpercé les os. Comment avait-il pu? Maya lui serra les mains avec assurance. J'ai déjà chargé tes affaires dans ma voiture. Installons-nous chez moi. Nous nous occuperons du reste. Jasmine hocha la tête d'un air absent. Elle n'avait pas l'énergie de discuter. L'image de ses vêtements, de ses souvenirs personnels et de ses héritages familiaux entassés dans des sacs poubelles la hantaient. Elle ne put s'empêcher de sangloter silencieusement pendant que Maya poussait le fauteuil roulant à travers le parking vers la voiture. Pendant le trajet, des gouttelettes de pluie parsemaient le pare-brise, reflétant les larmes de Jasmine. Elle appuya sa tête contre la vitre, fixant d'un air absent les bâtiments qui défilaient. Son téléphone vibrait de messages d'anciennes connaissances qui avaient entendu parler de l'accident. Certains offraient leurs condoléances. D'autres cherchaient des ragots. Aucun d'eux n'était de Léo. Le manoir sur la colline, autrefois symbole d'une histoire d'amour digne d'un conte de fées, était maintenant une forteresse froide d'où elle avait été exilée. Quand elles arrivèrent au petit mais confortable appartement de Maya, Jasmine ne put s'empêcher de le contraster avec l'opulence à laquelle elle était habituée. Pourtant, l'appartement de Maya semblait infiniment plus accueillant que le manoir ne pourrait jamais l'être maintenant. Les murs étaient peints dans des tons chauds, ornés de photos de famille et de citations inspirantes. Une petite lampe diffusait une lueur réconfortante dans le salon. Ça sentait la vanille et les plats faits maison. Plus, chez soi, que le manoir ne l'avait jamais été, ironiquement. Maya aida Jasmine à s'installer dans une chambre improvisée. C'était en fait le bureau de Maya, réaménagé à la hâte pour accueillir un lit d'hôpital et un aménagement accessible en fauteuil roulant. Des boîtes et des livres avaient été repoussés dans les coins. Une fois Jasmine installée, Maya tira une chaise. « Je suis là pour toi, d'accord » dit-elle doucement. « Léo t'a peut-être mise à la porte, mais tu n'es pas seule. » Des larmes coulaient sur le visage de Jasmine, mais elle ressentit une lueur de gratitude. Sa vie était en morceaux, mais au moins elle avait une personne au monde qui se souciait assez d'elle pour lui tenir la main dans l'obscurité. Les jours suivants se confondirent en un brouillard de douleurs, de médicaments et de nuits agitées. Jasmine passait la plupart de son temps en fauteuil roulant, luttant pour s'adapter à la vie sans l'usage de ses jambes. Des tâches simples comme se déplacer du lit à la salle de bain lui semblaient des obstacles insurmontables. Elle détestait se sentir impuissante. Chaque douleur dans sa colonne vertébrale lui rappelait la nuit où sa vie avait basculé. Maya prit des congés pour s'occuper d'elle, préparant les repas, faisant le ménage et offrant un soutien émotionnel. Pourtant, aussi gentille que fût Maya, Jasmine ne parvenait pas à se défaire de la dépression lancinante qui s'accrochait à elle comme une ombre noire. Un soir, après une séance de kinésithérapie particulièrement éprouvante dans un centre de rééducation local, Jasmine se retrouva à sombrer dans le désespoir. Elle fixait les murs de l'appartement de Maya, se sentant claustrophobe et accablée par son existence. « Je ne sais pas comment continuer à vivre comme ça » chuchota-t-elle à Maya. « J'aurais dû mourir dans cet accident. » Les yeux de Maya s'écarquillèrent, sa voix tremblant d'émotion. « Ne dis jamais ça, Jasmine. N'ose jamais abandonner. » Elle prit la main de Jasmine et la serra. « Tu es plus forte que ça. » Jasmine secoua la tête, de nouvelles larmes coulant sur son visage. « Comment peux-tu dire ça? Je ne peux pas marcher. Mon mari m'a abandonné. Mes finances sont bloquées, il a immobilisé tous nos biens. Je ne peux même pas me permettre de le combattre en justice pour le moment. Quelle vie est-ce là? » Maya s'agenouilla devant le fauteuil roulant, sa voix féroce. « Une vie qui vaut la peine d'être vécue. Tu as toujours ton esprit. Tu as toujours ta créativité, ton cœur, ton esprit. Tu es vivante Jasmine, et cela signifie qu'il y a encore de l'espoir. » Le lendemain, Maya convainquit Jasmine de faire une excursion au parc. Malgré sa réticence, Jasmine accepta, ne serait-ce que pour sortir de la maison. Le parc était simple, avec un étroit étang au centre, quelques chênes imposants et une petite aire de jeu. Le soleil perçait à travers les nuages, projetant une douce chaleur. Là, ils virent un jeune garçon en fauteuil roulant, tournant joyeusement en rond. Il arborait un sourire éclatant alors qu'il poursuivait un papillon avec un filet qu'il tenait maladroitement. De temps en temps, il éclatait de rire chaque fois qu'il attrapait presque la créature voltante.
Jasmine le regardait, fascinée. La mère du garçon se tenait à proximité, souriant avec tendresse, criant occasionnellement. « Fais attention, mon chéri. » Mais l'enfant semblait intrépide. Pendant un instant, Jasmine sentit une pointe au cœur, un mélange d'admiration et d'envie. Comment ce petit garçon pouvait-il trouver de la joie dans sa situation alors qu'elle se noyait dans le désespoir? Ils restèrent au parc pendant 1 heure, observant principalement le garçon et écoutant le bruit des enfants qui jouaient. Sur le chemin du retour, Jasmine resta silencieuse. Maya la regarda, sentant un changement dans son attitude. « Jazz » demanda-t-elle doucement. « Quelque chose te tracasse ?» Jasmine expira, son regard lointain. Ce garçon, il n'avait pas l'air triste. Il ne se souciait même pas d'être en fauteuil roulant. Il était juste, vivant. Maya sourit doucement. Exactement. La vie continue, quoi qu'il arrive. Jasmine sentit une lueur de résolution qu'elle n'avait pas ressentie depuis l'accident. Elle se sentait toujours dépassée, mais une idée s'enracina dans son esprit. Peut-être, juste peut-être, pourrait-elle aussi revivre. La bataille intérieure de Jasmine faisait rage, mais la vue de ce jeune garçon jouant dans le parc planta une graine de détermination. Elle décida, bien qu'avec hésitation, de s'engager dans sa thérapie physique. Ce fut un processus lent et douloureux. Chaque séance la poussait à affronter les limites de son corps et ses peurs les plus profondes. Le centre de rééducation sentait le désinfectant, la sueur et un espoir éventé. Des rangées de tapis roulants, de barres d'équilibre et d'appareils de musculation bordaient l'espace, ainsi que du matériel spécialisé pour les personnes à mobilité réduite. Sa première thérapeute, Martha, était douce mais ferme. « Vous ne remarcherez peut-être plus jamais », lui dit Martha le premier jour, « mais vous pouvez renforcer vos bras, votre tronc et apprendre des techniques pour être indépendante. Nous n'allons pas vous embellir la situation, mais nous allons tout donner. » Jasmine serra les dents pendant les exercices. Elle se sentait parfois pathétique, comme un animal blessé luttant pour rester debout. Pourtant, chaque fois qu'elle voulait abandonner, elle se souvenait du rire de ce petit garçon. S'il pouvait trouver la joie, pourrait-elle au moins trouver le courage de continuer? Les séances de thérapie mentale étaient tout aussi difficiles. Elle n'avait jamais eu l'habitude de se confier à des étrangers, mais sa psychologue, le docteur Bennett, avait un comportement calme qui la mettait à l'aise. Assise dans un petit bureau aux couleurs pastel, Jasmine raconta l'accident et la trahison de Léo. Parfois, elle fondait en larmes. D'autres fois, elle bouillait de colère. La colère est une phase naturelle du deuil, lui rappelait le docteur Bennett. Votre vie a radicalement changé, et vous avez également perdu votre relation. Ce sont 2 pertes monumentales. Progressivement, elle apprit des stratégies d'adaptation, des exercices de respiration, la tenue d'un journal et la pleine conscience. Rien de tout cela ne lui parut naturel au début, mais de petits moments commencèrent à faire tilt. Elle découvrit qu'elle n'avait pas à être prisonnière de ses émotions. Elle pouvait les laisser passer comme des nuages dans le ciel. À la maison, Maya veillait à ce que Jasmine suive ses routines quotidiennes. Des étirements doux aux tâches ménagères de base qu'elle pouvait gérer depuis son fauteuil roulant. Les jours où Jasmine manquait de motivation, Maya ouvrait grand les rideaux, mettait de la musique entraînante et disait « On va le faire, d'accord? Toi et moi. » Un après-midi, en parcourant les réseaux sociaux, Jasmine tomba sur une vidéo de motivation mettant en scène une femme qui avait perdu la vue mais avait lancé une entreprise de pâtisserie florissante. La détermination inébranlable de cette femme résonna en Jasmine. Ce soir-là, elle dit à Maya « J'essaie de me battre, mais je ne sais plus pourquoi je me bats. Mon ancienne vie a disparu. À quoi bon ?» Maya leur versa des tasses de camomille et s'assit à côté d'elle. « Tu es toujours là, Jazz. Tu respires encore. Cela signifie que tu as une nouvelle vie à créer. Ne t'inquiète pas de sa taille. Pense juste à quelque chose qui te donne une étincelle. » Jasmine soupira. « J'adorais la mode et la création de bijoux, tu te souviens? Je dessinais des colliers idiots au lycée. » Le visage de Maya s'illumina. « Je me souviens. Tu étais vraiment douée pour ça. » Jasmine fronça les sourcils, sa voix tremblant à la fois de peur et d'excitation. « Mais c'était il y a si longtemps. Je ne sais pas si je peux encore le faire. Mes mains tremblent parfois. » Maya lui prit doucement la main. « Alors nous travaillerons là-dessus. Un pas à la fois. »
Jasmine hocha la tête. Elle sentit un frémissement d'espoir, comme une petite lumière vacillant dans l'obscurité. Peut-être pourrait-elle se battre pour elle-même. Peut-être pourrait-elle construire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui lui appartiendrait à elle seule. Chaque voyage commence par un seul pas, et pour Jasmine, ce pas fut de s'inscrire à un cours de commerce en ligne qu'elle avait découvert dans une publicité sur les réseaux sociaux. Le cours promettait d'enseigner les bases du commerce électronique, de l'image de marque et du marketing numérique. Cela semblait intimidant, mais aussi passionnant, comme un aperçu d'un monde de possibilités qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant. Dans les semaines qui suivirent, Jasmine consacra son temps libre à étudier des modules sur l'approvisionnement en produits, la création de sites web et la stratégie des médias sociaux. Son fauteuil roulant ne lui semblait plus être une prison. C'était simplement l'endroit où elle s'asseyait pour regarder les vidéos de cours et prendre des notes. Elle sentit sa créativité renaître lorsqu'elle griffonna des idées de bijoux dans un cahier à spirale. Bracelets de perles, colliers plastron, pendentifs personnalisés. Les idées coulaient comme l'eau d'un robinet fraîchement ouvert. Maya remarqua le changement. « Tu es pratiquement rayonnante », commenta-t-elle un matin en sirotant son café. « C'est tellement bon de te voir comme ça. » Jasmine rougit. « Je suis juste excitée d'essayer quelque chose de nouveau. Je veux dire, je ne peux pas marcher, mais je peux toujours travailler avec mes mains et mon esprit. » Sur un coup de tête, elle décida de tester un petit lot de bracelets faits à la main. Elle commanda des fournitures de base en ligne perles, fermoirs et fils puis les assembla minutieusement à la table de la cuisine. Sa dextérité était maladroite au début, et elle laissa tomber des perles plusieurs fois. Mais avec de la patience, elle réussit à créer quelques pièces simples mais élégantes. Un jour, Maya rentra chez elle et trouva Jasmine penchée sur la table, entourée de petits récipients en plastique remplis de perles. « Regarde ça », rayonna Jasmine, brandissant un délicat bracelet orné de breloques en argent. « Ce n'est pas parfait, mais... » Les yeux de Maya s'illuminèrent. « Ils sont magnifiques, Jazz. Sérieusement. Tu as du talent. » Jasmine ne put s'empêcher de sourire. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle se sentait fière de quelque chose qu'elle avait accompli. Même s'il ne s'agissait que d'une poignée de bracelets faits maison, cela représentait une partie de son âme, un fragment de résilience rendu tangible. Cette nuit-là, Jasmine mit à profit ses nouvelles connaissances en créant une boutique en ligne rudimentaire à l'aide d'une plateforme de commerce électronique populaire. Elle prit des photos des bracelets avec son téléphone, rédigea de courtes descriptions et cliqua sur « Publier ». C'était un petit pas, mais il lui parut monumental. Elle appela la marque « Sunrise Adornement », symbolisant de nouveaux commencements. Alors qu'elle se penchait en arrière dans son fauteuil roulant, l'épuisement se mêlait à un optimisme prudent. Elle fixait l'écran de l'ordinateur portable, pensant au chemin parcouru en quelques mois seulement. Même si elle avait une longue route devant elle, financièrement, émotionnellement, physiquement, elle avait fait un pas en avant. Et parfois, un seul pas suffit pour commencer un nouveau chapitre. Une fois sa petite boutique en ligne lancée, Jasmine se plongea tête baissée dans le monde de l'entrepreneuriat. Le cours de commerce lui avait enseigné l'image de marque, les groupes démographiques ciblés et le pouvoir de la narration. Elle comprit que les gens recherchent l'authenticité, et elle avait une histoire unique, une femme qui, bien que paralysée et abandonnée, refusait d'abandonner. Elle rédigea soigneusement une courte biographie sur la page, à propos de nous, de son site web. Elle ne révéla pas tous les détails sordides de la trahison de Léo, les comptes bancaires gelés ou le chagrin d'amour. Au lieu de cela, elle se concentra sur son parcours pour reprendre sa vie en main après un accident dévastateur. Elle expliqua comment chaque bijou était fabriqué avec amour pour symboliser la résilience et l'espoir. Au cours des premières semaines, le magasin n'eut qu'un trafic minimal. La plupart des gens qui cliquaient dessus étaient soit des amis de Maya, soit des inconnus qui tombaient sur la page via les réseaux sociaux. Chaque jour, Jasmine vérifiait ses analyses de site avec une excitation nerveuse, pour ne voir que des visiteurs à un chiffre. C'était démoralisant, mais elle persévéra. Sa routine devint une course effrénée et disciplinée. Le matin, elle passait 1 heure à faire des exercices de kinésithérapie pour renforcer ses bras et son tronc. Ensuite, elle travaillait sur de nouveaux modèles, les photographiait, retouchait les images et les téléchargeait sur le site. L'après-midi, elle interagissait sur les réseaux sociaux, commentant les publications d'autres entrepreneurs, partageant des bribes de motivation et contactant des collaborateurs potentiels. Le soir, ses muscles lui faisaient mal et elle s'effondrait dans son lit,
physiquement épuisée mais mentalement débordante d'idées pour le lendemain. Pendant tout ce temps, Léo restait une présence menaçante au fond de son esprit. Elle n'avait plus eu de ses nouvelles depuis la confrontation à l'hôpital. Son avocat avait réussi à débloquer un petit compte qu'elle avait ouvert avant le mariage, fournissant juste assez de fonds pour couvrir ses besoins de base et les premières dépenses professionnelles. Une partie d'elle était reconnaissante de pouvoir se distraire avec cette agitation, mais une parcelle de chagrin vivait toujours en elle, lui rappelant la trahison. Maya continua d'être son roc. Chaque fois que Jasmine doutait d'elle-même, se demandant si elle était folle de penser qu'elle pouvait transformer quelques bracelets de perles en une entreprise florissante, le soutien indéfectible de Maya la maintenait à flot. Elle passait des nuits tardives à réfléchir à des idées de marketing, sirotant des tasses de thé, tout en griffonnant des notes sur de grands tableaux d'affichage. « On va y arriver », disait Maya en pointant la liste de tâches bien ordonnées. « Même si nous échouerons en allant de l'avant. » Jasmine souriait à chaque fois, appréciant cet optimisme. Malgré le démarrage lent, elle avait ce sentiment inébranlable d'être à l'aube de quelque chose d'important. Tôt un matin, alors que l'encens parfumé au jasmin flottait dans l'appartement de Maya, Jasmine ouvrit son ordinateur portable pour vérifier le tableau de bord de sa boutique. Elle ne s'attendait pas à grand-chose, la semaine précédente n'avait enregistré aucune vente. Ses yeux faillirent lui sortir de la tête lorsqu'elle vit la notification. Une nouvelle commande. Le cœur battant, elle cliqua sur les détails. L'acheteuse était une jeune femme de l'autre bout du pays qui était tombée sur la page Instagram de Jasmine. Elle avait acheté un simple bracelet de perles d'argent pour 20 $. Maya, cria Jasmine en se dirigeant en fauteuil roulant vers le salon. J'ai fait une vente. Maya sauta du canapé, manquant de renverser son café. Tu plaisantes? C'est incroyable. Elles se sont étreintes, rayonnant du triomphe de cette victoire apparemment minuscule. Mais pour Jasmine, c'était monumental. Ce n'était pas une question de montant, c'était une question de validation. Quelqu'un, quelque part, croyait suffisamment en son produit pour payer de l'argent réel pour l'obtenir. Forte de cette étape importante, Jasmine emballa le bracelet avec un soin supplémentaire, y glissant une note de remerciement manuscrite. Elle écrivit « Merci d'être ma première cliente. Votre soutien signifie plus que vous ne le saurez jamais. » Avec une excitation tremblante, elle plaça le colis dans une enveloppe à bulles et l'adressa soigneusement. Le bureau de poste local n'était qu'à quelques pâtés de maison, mais le trajet lui parut une grande aventure. Maya poussait Jasmine dans son fauteuil roulant, tandis que Jasmine serrait le paquet sur ses genoux. Le soleil brillait et le monde semblait un peu plus lumineux. Elle déposa l'enveloppe dans la fente et sentit une vague de fierté l'envahir. Cette nuit-là, alors qu'elle célébrait avec des pizzas à emporter et des rires, Jasmine pensa à la façon dont une simple vente pouvait enflammer un tel sentiment d'accomplissement. Oui, c'était petit, mais cela représentait le début d'un rêve. Et elle était déterminée à maintenir ce rêve en vie. Au cours des semaines suivantes, les ventes arrivèrent lentement. 1 ou 2 par semaine, parfois aucune. Déterminée à étendre sa portée, Jasmine investit son temps dans l'étude des stratégies des médias sociaux. Elle créa de courtes vidéos détaillant son processus de fabrication de bijoux depuis son fauteuil roulant, expliquant le symbolisme derrière chaque pièce. Malgré sa nervosité initiale à l'idée d'être filmée, elle découvrit une force surprenante dans sa vulnérabilité. Les gens se connectaient à son authenticité. Un jour, Maya décida de partager l'histoire de Jasmine sur son compte personnel, en taguant quelques influenceurs qu'elle admirait. La plupart ne répondirent jamais, mais l'une d'elles le fit. Une influenceuse lifestyle très connue avec des millions d'abonnés vit le message de Maya, regarda les vidéos de Jasmine et décida de le partager sur sa propre page avec. Une légende sincère, histoire inspirante d'une femme qui a refusé de laisser la tragédie la définir. Découvrez ces magnifiques bijoux @Saint-Rizé Adornement. L'impact fut immédiat et spectaculaire. Le téléphone de Jasmine explosa de notifications. Le tableau de bord de sa boutique commença à s'illuminer avec des centaines de visiteurs, puis des milliers. Les commandes affluèrent plus vite qu'elle ne pouvait actualiser la page. Chaque notification résonnait comme un éclair d'euphorie. Elle et Maya poussèrent des cris d'étonnement, les yeux écarquillés alors que le nombre de commandes grimpait à plusieurs centaines dès la première heure. À la fin de la journée, Jasmine avait plus d'1 millier de commandes. 1 millier. Elle fixait l'écran, des larmes de joie se mêlant à une pointe de panique. Comment allait-elle pouvoir toutes les honorer? Elle réagit rapidement,
commandant plus de fournitures, installant une chaîne de montage sur la table de la salle à manger. Maya recruta quelques amis pour aider à emballer et étiqueter. C'était chaotique, écrasant et absolument palpitant. Pendant ce temps, les messages affluaient, « Vous êtes une telle inspiration. Ma mère est aussi paralysée, et voir votre histoire me donne de l'espoir. Vous changez des vies avec vos bijoux. » Jasmine ressentit un regain de détermination. Chaque douleur dans son dos, chaque bleu sur ses paumes à cause des rebords du fauteuil roulant, semblait en valoir la peine. « Tu imagines, » dit Maya, essoufflée, alors qu'elle s'effondrait sur le canapé à minuit, épuisée d'avoir emballé des commandes. « Ton histoire devient littéralement virale. » Jasmine sourit, les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais été aussi fatiguée. Ni aussi heureuse. » Il ne s'était pas écoulé une semaine depuis l'explosion virale lorsque le téléphone de Jasmine sonna de manière inattendue. Elle faillit ne pas répondre, mais la curiosité l'emporta. Elle vit l'identification de l'appelant, Léo. Son cœur s'emballa. Pourquoi l'appellerait-il maintenant, après l'avoir laissé dans le caniveau? Elle eut envie de l'ignorer, mais une partie d'elle voulait savoir ce qu'il avait à dire. Reprenant son sang-froid, elle décrocha. « Allô » dit-elle, sa voix trahissant un léger tremblement. « Jasmine » vint le ton suave de Léo. « Comment vas-tu » Elle faillit rire de son audace. « Tu t'en soucies tout d'un coup » Il soupira, adoptant un ton plein de remords. « Écoute, je sais que les choses se sont mal terminées entre nous. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai vu ton entreprise en ligne, c'est incroyable ce que tu as accompli. » Elle serra la mâchoire, sa prise sur le téléphone se resserrant. Alors c'était ça. Il devait avoir vu son succès. « Va droit au but, Léo. Pourquoi appelles-tu » Une brève pause. « J'aimerais qu'on se voie. Pour discuter. » Jasmine sentit la fureur monter en elle. Elle se souvint du moment où il l'avait traité d'infirme, de la façon dont il avait jeté ses affaires comme des ordures. Mais maintenant il voulait discuter. Pourtant, quelque chose en elle voulait une conclusion, ou du moins une chance de le voir se tortiller. « Bien, » dit-elle froidement. « Demain, 14 heures, au Maple Café. » Il accepta, et l'appel se termina. Maya, qui avait tout entendu depuis la cuisine, entra, le front plissé. C'était Léo. Jasmine pinça les lèvres. Il veut qu'on se voie. Probablement parce qu'il a vu mon entreprise de bijoux exploser. Il pense pouvoir se réinsérer dans ma vie maintenant que je ne suis plus un fardeau. Maya grimaça. Fais attention, Jazz. Il est venimeux. Jasmine hocha la tête. Oh, je sais. Ne t'inquiète pas, je ne tomberai dans aucun piège. Pourtant, à l'intérieur, son estomac se nouait à l'idée de le revoir. D'anciens sentiments referaient-ils surface? S'effondrerait-elle sous le poids des souvenirs? Elle pria pour avoir la force de tenir bon. Le Maple Café était un endroit pittoresque avec des tables en bois, des suspensions lumineuses et l'arôme du café fraîchement moulu. C'était un contraste saisissant avec la tension qui flottait dans l'air lorsque Jasmine entra en fauteuil roulant. Elle aperçut Léo assis près de la fenêtre, tapant nerveusement du pied. Il se leva à son approche, feignant la courtoisie, mais ses yeux vacillèrent d'inconfort en la voyant dans le fauteuil roulant. « Jasmine, » dit-il, tentant un sourire chaleureux. Elle ne dit rien, se contentant de le fixer, se rappelant chaque mot cruel qu'il lui avait lancé. Une serveuse s'approcha et ils commandèrent du café. Une fois parti, Léo s'éclaircit la gorge. « J'ai suivi ton histoire en ligne. Tu t'es vraiment transformé. Je suis fier de toi. » Jasmine plissa les yeux. « Épargne-moi les amabilités. »« Que veux-tu » Il expira, joignant les mains. « Écoute, Sophia et moi, ça n'a pas marché. C'était une erreur. » La mention de Sophia déclencha un éclair de colère, mais Jasmine garda son sang-froid. « Alors tu m'as quitté pour elle, et maintenant tu veux revenir en rampant parce qu'elle t'a largué. » Il grimaça. « Ce n'était pas comme ça. Nous nous sommes éloignés. De plus, je réalise maintenant que j'ai fait une terrible erreur en te quittant dans ton état. Mais nous étions sous tellement de stress. » Son ton devint suppliant. « Tu nous manques, Jasmine. Pourrions-nous recommencer ?» Jasmine faillit rire de son audace. « Vraiment ?
Après tout ce que tu as dit et fait? J'étais stupide. Marmonna-t-il en baissant les yeux sur la table. Mais je veux arranger les choses. Je vois que tu vas bien. Peut-être qu'on peut s'associer dans ton entreprise. J'ai des relations, du capital. Une vague de dégoût la submergea. Elle sortit son téléphone, qu'elle avait discrètement mis en mode enregistrement audio. Alors c'est ça. Tu veux profiter de mon succès maintenant que tu es fauché? Elle le regarda droit dans les yeux, sa voix froide. Tu m'as laissé paralysé et seul dans cette chambre d'hôpital. Tu m'as mise à la porte de notre maison. Tu m'as traité d'infirme. Sa voix ne faiblit que légèrement. Et tu veux que j'oublie tout ça? Il eut la décence de paraître embarrassé. Je suis désolé, dit-il faiblement. Si c'est une question d'argent, je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement. Tu dois encore tenir à moi. Incapable de se retenir, Jasmine lança une réplique cinglante. Je tiens à toi. Non, j'ai pitié de toi. Tu as tout perdu à cause de ta propre arrogance. Dans un geste désespéré, Léo tendit la main par-dessus la table pour saisir la sienne. Instinctivement, elle se retira. Un instant plus tard, la serveuse revint avec leur café, visiblement mal à l'aise face à la tension. Une fois partie, Jasmine prit une profonde inspiration. Léo, cette conversation est terminée. Et juste pour que tu saches, je l'ai enregistrée. Je m'assurerai que tout le monde sache exactement quel genre de serpent tu es. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Attends, tu ne ferais pas ça. Elle eut un sourire narquois en se levant de sa chaise. Regarde-moi faire. Sur ce, elle se tourna et sortit en fauteuil roulant. Son cœur battait la chamade. Mais un sentiment de puissance lui parcourait les veines. Elle ne ressentait aucune culpabilité à exposer la vérité. Plus tard dans la soirée, avec l'aide de Maya, elle téléchargea des extraits de la conversation sur son compte de médias sociaux. Internet explosa d'indignation contre l'opportunisme froid de Léo. En quelques jours, les chaînes de potins reprirent l'histoire. Les gros titres hurlaient, un mari sans cœur tente d'exploiter le succès de sa femme paralysée. L'image publique de Léo, déjà chancelante, connut une chute catastrophique. Le scandale autour de Léo donna à Sunrise Adornement une nouvelle vague de publicité, cette fois avec une tournure sympathique. Les commandes montèrent en flèche une fois de plus, mais maintenant la demande n'était plus seulement locale ou nationale. C'est devenu mondial. Des gens d'Europe, d'Asie et d'Australie passaient des commandes, se bousculant pour soutenir la marque et l'histoire inspirante qui se cachait derrière. Jasmine avait du mal à suivre la croissance. Elle engagea une petite équipe pour gérer l'expédition et le service client. Maya devint officiellement sa partenaire commerciale, supervisant les opérations et les ressources humaines. Elles quittèrent l'appartement exigu pour un loft spacieux qui servait à la fois de domicile et de bureau. Des journalistes la contactèrent pour des interviews. Une équipe de télévision vint filmer un reportage sur Jasmine et son parcours. Elle parla de son accident et de la façon dont l'entreprise lui avait donné un nouveau souffle, bien qu'elle épargna aux téléspectateurs les détails les plus intimes de la trahison de Léo. Les médias la dépeignirent comme un phare de résilience, et les ventes montèrent en flèche. Bientôt, des investisseurs l'approchèrent, voyant l'énorme potentiel de sa marque. Un investisseur, un philanthrope bien connu, offrit un financement de démarrage pour développer les opérations. Jasmine accepta avec prudence, soucieuse de ne pas perdre le contrôle créatif. Avec le nouveau capital, elle lança une ligne signature de colliers sur mesure, comportant des citations inspirantes ou des messages personnels. Chaque pièce fut épuisée en quelques jours. En quelques mois seulement, Sunrise Adornement passa d'une modeste boutique en ligne à une entreprise d'1 million de dollars. Jasmine quitta le coin emprunté de l'appartement de Maya pour un penthouse en hauteur, avec des modifications accessibles en fauteuil roulant. Elle maintenait toujours une atmosphère chaleureuse et accueillante, ornant l'espace de vie de tapis moelleux et d'œuvres d'art inspirantes. Depuis les fenêtres du penthouse, elle pouvait voir la ligne d'horizon de la ville, un symbole tangible de son ascension. Parfois, en regardant les lumières scintillantes, elle ressentait une pointe d'incrédulité. Avait-elle vraiment réussi à sortir du gouffre pour atteindre ce sommet? Pourtant, une pointe de vide persistait dans sa poitrine. Même le penthouse le plus somptueux et l'entreprise la plus florissante ne pouvaient entièrement étancher la solitude qui s'insinuait tard dans la nuit. Le succès était doux, mais quelque chose dans son cœur était encore tendre.
peut-être un désir d'amour et de compagnie authentique. Lors d'un gala de charité visant à soutenir les femmes handicapées, Jasmine se retrouva en territoire inconnu. Vêtue d'une élégante robe noire taillée pour s'adapter à son fauteuil roulant, elle se mêla aux philanthropes, aux célébrités et aux entrepreneurs. Elle prononça un bref discours sur la résilience, recevant une ovation debout. Ensuite, alors qu'elle se déplaçait dans la foule, on lui présenta Ethan Blake, un entrepreneur technologique connu pour ses startups à succès. Il était grand, avec des yeux doux et une attitude détendue qui contrastait vivement avec la personnalité intense et tape à accent grave l'œil de Léo. Ethan lui prit doucement les mains. « Votre histoire est remarquable, dit-il, avec une sincérité dans la voix qui l'a mis immédiatement à l'aise. J'aimerais en savoir plus sur votre ligne de bijoux. » Ils finirent par parler pendant près d'une heure, partageant leurs expériences professionnelles et personnelles. Bien que Jasmine fût prudente, les souvenirs de la trahison de Léo encore trop frais, la gentillesse d'Ethan et son intérêt sincère pour son parcours suscitèrent une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il posa des questions réfléchies, offrit des conseils sans être condescendant, et fit même quelques blagues qui la firent rire malgré elle. À la fin de la soirée, il demanda s'ils pouvaient rester en contact. Jasmine hésita un instant, puis lui tendit sa carte. « J'aimerais bien, » admit-elle, un petit sourire aux lèvres. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, elle ressentit une étincelle d'excitation qui n'avait rien à voir avec les étapes commerciales. Dans les jours qui suivirent, Ethan et Jasmine correspondirent par courriel, puis par SMS, et enfin par téléphone. Leur conversation allait des innovations technologiques aux philosophies personnelles sur la vie. Elle découvrit qu'Ethan avait une fibre philanthropique. Il reversait une partie des bénéfices de son entreprise à des initiatives de santé mentale. Pourtant, le doute rongeait son cœur. Était-elle prête à s'ouvrir à un autre homme? Pouvait-elle à nouveau faire confiance? Tard un soir, elle se retrouva à fixer son téléphone, un SMS à moitié composé pour Ethan à l'écran, son doigt planant au-dessus du bouton d'envoi. Était-ce trop tôt? Elle ferma les yeux. Le souvenir de la trahison de Léo la blessait encore profondément. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas laisser un chagrin d'amour définir le reste de sa vie. Avec une résolution tremblante, elle appuya sur envoyer, laissant les possibilités se dévoiler. Au milieu des conversations naissantes de Jasmine avec Ethan, la nouvelle du dernier scandale de Léo éclata. Un rapport d'enquête révéla que Léo avait falsifié des documents financiers dans l'une de ses entreprises. Il aurait détourné l'argent des investisseurs pour financer des dépenses personnelles, des vacances somptueuses, des voitures de luxe et, bien sûr, un style de vie extravagant avec Sofia. Les autorités n'ont pas tardé. Léo fut arrêté pour fraude, son visage placardé dans les médias, photos d'identité judiciaire comprises. L'entrepreneur autrefois fier risquait maintenant une peine de prison sérieuse s'il était reconnu coupable. Pendant ce temps, Sofia, la femme même pour qui il avait quitté Jasmine, était introuvable. Les chroniques mondaines suggéraient qu'elle avait abandonné le navire dès que les ennuis judiciaires étaient apparus. Jasmine lut cela en ligne, ses yeux parcourant chaque phrase avec un mélange d'horreur et de justification. Une partie d'elle ressentait de la pitié. C'était l'homme qu'elle avait autrefois aimé, qui avait été son mari. Mais une autre partie ressentait une certaine satisfaction sombre. Le karma, comme on dit, avait porté un coup décisif. La chute de Léo était publique, humiliante et complète. Cet après-midi-là, Maya lui demanda doucement, « Tu vas bien après avoir lu tout ça ?» Jasmine hocha lentement la tête. « Mieux que ce à quoi je m'attendais. Je suis triste qu'il ait pris ce chemin, mais il a fait ses choix. Et il a blessé beaucoup de gens en cours de route. » Le lendemain, Jasmine reçut une notification de son avocat. Avec les actifs de Léo gelés et sa réputation en lambeaux, le règlement du divorce fut finalisé en faveur de Jasmine. Le tout nouveau chapitre de sa vie s'accompagnait désormais d'une confirmation légale. Elle était libre. Pourtant, la question persistait. Cette conclusion l'aiderait-elle à tourner la page, ou les cicatrices resteraient-elles? Des semaines après l'arrestation de Léo, le téléphone de Jasmine sonna une fois de plus avec un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle répondit avec méfiance. Une voix qu'elle reconnut, celle de l'avocat de Léo, parla au bout du fil. « Mademoiselle Sinclair, excusez-moi mademoiselle Jasmine, dit-il en bafouillant. Léo m'a demandé de vous remettre une lettre. Je suis obligé de vous informer. Il est en prison, en attente de son procès, et, eh bien, il veut que vous la lisiez. »
Un silence tendu suivit. Bien, répondit Jasmine, sentant son estomac se nouer. Envoyez-la à l'adresse de mon bureau. Quelques jours plus tard, la lettre arriva. C'était une seule page, dactylographiée, mais signée par Léo. Il écrivait sur ses regrets, comment il avait laissé la cupidité et l'égoïsme obscurcir son jugement, comment il espérait que Jasmine trouverait dans son cœur de lui pardonner. Les mots sentaient le désespoir plutôt que le remords sincère. Jasmine fixa la page pendant un long moment, les souvenirs affluents, le mariage, l'accident, le chagrin d'amour, la vague de douleur irrépressible. Elle se souvint qu'autrefois, elle l'avait vraiment aimé. Mais ce chapitre s'était refermé avec une finalité implacable. Elle apporta la lettre au salon, où Maya sirotait du thé. Sans lire le reste, Jasmine la déchira en 2, puis en 4, puis en 8. Elle jeta les morceaux dans la poubelle. Maya haussa les sourcils. Aucun regret. Le regard de Jasmine était d'acier. Aucun, dit-elle fermement. À cet instant, elle sentit les derniers vestiges de l'emprise de Léo sur elle s'évanouir comme de la fumée dans le vent. La prochaine action audacieuse de Jasmine stupéfia tous ceux qui suivaient son histoire. Elle racheta le manoir dont Léo l'avait autrefois exclu. La propriété était mise aux enchères pour rembourser certaines des dettes de Léo, et elle saisit l'occasion. Par une ironie du sort poétique, elle possédait désormais l'endroit même qui avait symbolisé sa trahison et son abandon. Mais elle n'avait aucune envie d'y vivre. Au lieu de cela, elle annonça la grande ouverture du centre d'autonomisation Sunrise, un pôle pour les femmes se remettant d'événements traumatisants. Il comprenait une salle de sport accessible, des bureaux de conseil, des ateliers de formation professionnelle et même une petite garderie pour les mères célibataires. Le lancement rencontra un énorme soutien. Des donateurs du monde entier contribuèrent, inspirés par la vision de Jasmine. Le jour de l'ouverture, journalistes, dignitaires locaux et bénéficiaires se rassemblèrent dans ce qui était autrefois le somptueux hall d'entrée du manoir. Maintenant, c'était un espace d'accueil chaleureux orné d'affiches de motivation, de citations inspirantes et de peintures murales lumineuses réalisées par des artistes locaux. Les sols en marbre autrefois intimidants semblaient transformés en quelque chose de chaleureux et d'inclusif. Jasmine coupa le ruban depuis son fauteuil roulant, des larmes brillant dans ses yeux. Les appareils photo crépitèrent, capturant ce moment triomphal. Ce centre, annonça-t-elle, la voix tremblante d'émotion, est pour chaque femme qui se sent seule, à qui l'on a fait croire qu'elle n'est pas assez bien. Nous sommes plus fortes que nous ne le pensons. Ce soir-là, après que la foule se fut dispersée et que le bâtiment se fut calmé, Jasmine se déplaça en fauteuil roulant dans les couloirs. Elle s'arrêta dans ce qui était autrefois la chambre principale, la sienne et celle de Léo. Maintenant, elle devait devenir une salle de thérapie de groupe. Une larme coula sur sa joue, mais ce n'était pas une larme de chagrin. C'était de la gratitude pour le chemin parcouru. Bien que son attention se portât principalement sur son centre d'autonomisation, la relation de Jasmine avec Ethan continua de se développer. Il devint une présence régulière dans son Penthouse, apportant des repas faits maison et discutant de collaborations caritatives. Leur conversation coulait avec aisance. Parfois, ils discutaient tard dans la nuit de philosophie, d'observation des étoiles, ou même de choses futiles comme les meilleures garnitures de pizza. Un jour, Ethan proposa une escapade d'un week-end. Rien d'extravagant, précisa-t-il. Juste un petit chalet au bord du lac, accessible en fauteuil roulant. Tu pourrais profiter d'une pause après toute cette agitation. Jasmine hésita, mais Maya lui donna un coup de pouce encourageant. Vas-y, Jazz. Tu le mérites. Quelques jours plus tard, elle se retrouva donc au bord d'un lac tranquille, le soleil se reflétant sur l'eau comme des diamants. Le chalet était rustique mais confortable, avec une terrasse en bois donnant sur le lac. Ethan l'aida à descendre. Une petite rampe jusqu'au quai. Ensemble, ils regardèrent le coucher de soleil, ses teintes orange et rose projetant une lueur envoûtante sur les eaux calmes. Une douce brise transportait l'odeur du pin et du cèdre. Pendant un instant, Jasmine se laissa complètement détendre, oubliant le tourbillon de sa vie. J'adore ça, chuchota-t-elle en admirant la sérénité. Je n'aurais jamais cru ressentir à nouveau une telle paix. Ethan s'assit à côté d'elle. Tu as traversé tant de choses, Jasmine. Si quelqu'un mérite la paix, c'est bien toi. Elle se tourna vers lui, croisant son regard. Quelque chose de non dit passa entre eux, une invitation à explorer des émotions qu'elle avait gardées enfermées. Son cœur battait la chamade.
Lentement, Ethan se pencha, s'arrêtant à quelques centimètres de son visage, demandant silencieusement la permission. D'un souffle doux, elle combla le vide, rencontrant ses lèvres dans un baiser tendre et délicat. Alors qu'il s'écartait, des larmes brillèrent dans ses yeux. Elle était à la fois exaltée et effrayée, mais elle savait aussi que cela semblait juste, un nouveau chapitre de sa vie qu'elle était enfin prête à embrasser. Le temps passa, et le lien entre Jasmine et Ethan se renforça. Ils s'associèrent dans des entreprises commerciales, collaborèrent sur des projets philanthropiques et naviguèrent ensemble à travers les hauts et les bas de la vie. Ethan prouva à maintes reprises qu'il n'était pas Léo. Il respectait l'indépendance de Jasmine, soutenait ses rêves et ne la faisait jamais sentir comme un fardeau. Un après-midi mémorable, après un événement caritatif, Ethan surprit Jasmine dans son penthouse. Il la fit entrer dans le salon, qu'il avait rempli de bougies douces et lumineuses. Une mélodie douce jouait en arrière-plan. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Jasmine, le cœur battant. Il s'agenouilla, face à elle dans son fauteuil roulant, et lui présenta une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une bague simple mais époustouflante, arborant un motif en forme de lever de soleil, reflétant le logo de sa marque de bijoux. « Jasmine, commença-t-il, la voix tremblante d'émotion. « Veux-tu m'épouser ?» Son souffle se coupa. Elle se souvint du jour où Léo l'avait demandé en mariage, l'ostentation, le grand spectacle. Mais ce moment était différent. Pur, sincère. Elle ressentit un immense sentiment d'amour et de sécurité. « Oui » chuchota-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « 1000 fois oui. » Leurs fiançailles firent la une des journaux, le retour ultime, une entrepreneuse paralysée retrouve l'amour. Des messages de félicitations du monde entier inondèrent ses réseaux sociaux. Les plans d'un mariage intime se transformèrent rapidement en une grande célébration, grâce à leur réseau combiné. Malgré cela, Jasmine insista sur des touches personnelles, des bijoux faits à la main pour les demoiselles d'honneur, des centres de table inspirés de sa collection la plus vendue, et des installations accessibles en fauteuil roulant pour tous les invités. La date du mariage fut fixée, et le monde entier attendait avec impatience. Sunrise Adornement vendit des pièces commémoratives spéciales pour des œuvres de charité, dont les bénéfices allèrent au centre d'autonomisation de Jasmine. Tous les regards étaient tournés vers elle. Cette fois, elle avait l'impression d'écrire son propre conte de fées, selon ses propres termes. La veille du mariage, Jasmine était dans sa suite privée d'un hôtel luxueux où la cérémonie aurait lieu. Elle répétait ses vœux, le cœur débordant d'excitation et d'une pointe de nervosité. Maya aidait à arranger la robe de Jasmine quand soudain on frappa doucement à la porte. Maya ouvrit, pour ensuite halter de choc. Debout là, débraillée et tremblante, se tenait Sophia, l'ancienne maîtresse de Léo. Ses yeux étaient cernés, ses vêtements usés. Elle ne ressemblait en rien à la femme glamour des photos scandaleuses. Le cœur de Jasmine se glaça. « Sophia » dit-elle en déglutissant difficilement. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sophia fit un pas tremblant en avant, se tordant les mains. « Je suis désolée d'arriver comme ça. J'ai entendu parler de votre mariage. Je ne savais pas où aller d'autre. » Maya croisa les bras. « Tu as un sacré culot de te montrer ici, surtout après ce que tu as fait. » Les yeux de Sophia se remplirent de larmes. « S'il vous plaît, je ne suis pas là pour causer des ennuis. Je suis désespéré. Après l'arrestation de Léo, j'ai tout perdu. Les médias m'ont dépeinte comme une croqueuse de diamants. Personne ne veut m'embaucher. Je suis pratiquement sans abri. » Jasmine prit une profonde inspiration, ses émotions déchirées. C'était la femme qui avait contribué à sa chute, qui l'avait traité de fardeau et avait ri dans son dos. Pourtant, Sophia se tenait là, brisée et suppliante. « Je suis désolée Jasmine » chuchota Sophia, les larmes coulant. « Je ne mérite pas ton pardon, mais je t'implore d'avoir pitié. » Cette nuit-là, Jasmine fut confrontée à un dilemme moral. Si quelqu'un méritait le mépris, c'était bien Sophia. Mais en regardant la femme qui s'était autrefois vantée du malheur de Jasmine, elle ne vit qu'une silhouette pitoyable, écrasée par les dures leçons de la vie. Maya, bouillonnante de colère, dit « Nous devrions appeler la sécurité. La mettre dehors. » Jasmine soupira, se souvenant de la solitude qu'elle avait elle-même ressentie après l'accident, sans filet de sécurité. Elle se tourna vers Sophia. « Je ne peux pas oublier ce que tu as fait. Tu as aidé à détruire mon mariage, et tu m'as insulté au plus bas de ma forme. » Sophia hocha la tête,
les larmes coulant sur le tapis de l'hôtel. Je sais. J'ai été horrible. J'étais aveuglé par les promesses de richesse et de vie glamour de Léo. C'était une horrible erreur, et j'en ai payé le prix fort. Jasmine l'étudia un long moment. Tu as raison, tu as payé, et je crois que les gens peuvent changer. Elle marqua une pause, sa voix ne tremblant que légèrement. Si tu veux vraiment de l'aide, je te donnerai une chance. Mais tu devras travailler pour ça. Pas de cadeau. Sophia cligna des yeux, stupéfaite. Vous me donnez un travail? Jasmine hocha la tête. Au centre d'autonomisation. Ce ne sera pas facile, et vous devrez gagner la confiance de tout le monde. Mais si vous êtes sérieuse quant à votre volonté de changer de vie, vous pouvez commencer par là. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Elle tira Jasmine à part. Tu es sûre de ça? Jasmine expira. Oui. Je refuse de devenir aussi impitoyable que Léo. Je ne m'abaisserai pas à ce niveau. Sophia fondit en sanglots de gratitude. Je ne sais pas comment vous remercier. Jasmine secoua la tête. Ne me remercie pas, prouve juste que tu peux faire mieux. À cet instant, elle sentit un poids se lever. La miséricorde avait un pouvoir étrange. Parfois, elle guérissait davantage celui qui l'offrait que celui qui la recevait. Le jour du mariage se leva, clair et lumineux, contrastant magnifiquement avec les nuages d'orage qui avaient autrefois assombri la vie de Jasmine. Le lieu, un jardin luxuriant surplombant un lac tranquille, était orné de fleurs en cascade, de chaises blanches et d'une longue allée rendue accessible en fauteuil roulant par une élégante rampe en bois. Amis, familles et sympathisants du monde entier s'étaient rassemblés, vibrant d'anticipation. Maya, radieuse dans une robe lavande, était la demoiselle d'honneur de Jasmine. La musique commença à jouer, une mélodie douce et entraînante qui flottait dans l'air. Jasmine apparut en haut de la rampe, sa robe de mariée sur mesure scintillant au soleil. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant, orné de petites épingles en cristal. Elle prit une profonde inspiration, son cœur battant d'excitation, de nervosité et d'une gratitude immense. Maya se plaça à ses côtés, lui offrant un sourire rassurant. Ensemble, elles descendirent l'allée. Les spectateurs essuyaient des larmes en voyant Jasmine, posée et intrépide, avancer gracieusement. Pour Jasmine, c'était comme si elle flottait dans les airs. À l'hôtel, Ethan attendait, les yeux brillants. Quand Jasmine l'atteignit, il lui prit doucement les mains. Leurs vœux étaient sincères, remplis de références aux secondes chances, à la résilience et à ce genre d'amour qui vous sort des gouffres les plus sombres. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, des applaudissements et des acclamations retentirent dans le jardin. Le monde entier, qui regardait en direct, assista au moment où Jasmine retrouva l'amour qu'elle avait cru perdu à jamais. De l'autre côté de la ville, dans une cellule de prison austère et froide, Léo regardait une petite télévision qui diffusait les nouvelles locales. Il regarda le reportage du mariage en silence, le visage livide. Son arrogance avait disparu. Il avait l'air vide, défait et plus vieux que son âge. Un codétenu jeta un coup d'œil à l'écran. « C'est ton ex ?» demanda-t-il avec un sourire narquois. « On dirait qu'elle s'en sort bien. » Léo ne dit rien, la gorge nouée. La caméra zooma sur le sourire radieux de Jasmine, son fauteuil roulant orné de fleurs. Le bonheur émanait d'elle par vagues. Les coins de la bouche de Léo tressaillirent en une grimace amère. Il avait perdu la plus grande femme qu'il ait jamais eue, et la réalité de cela le frappa comme une encre lourde le tirant au fond d'une mer sombre. Alors que le reportage se terminait, Léo se détourna, la douleur et le regret lui rongeant la poitrine. Il n'avait plus de richesse, de statut, ni d'adoration. Tout ce qui restait était le poids écrasant de ses erreurs, et la certitude que la vie avait continué magnifiquement sans lui. Dans les mois qui suivirent son mariage, Jasmine ressentit un sentiment de paix et de détermination sans précédent. Le centre d'autonomisation Sunrise s'étendit à plusieurs emplacements, offrant une formation professionnelle et une thérapie à des centaines de femmes confrontées à des défis qui bouleversaient leur vie. Elle lança également une fondation philanthropique, la Fondation Sunrise Hope, dédiée au soutien des femmes abandonnées, des survivantes de violences domestiques et de toute personne ayant besoin d'un nouveau départ. Sophia travaillait assidûment au centre, faisant preuve d'un remords et d'une gratitude sincère. Bien que certains restassent méfiants quant à ses motivations, elle prouva sa sincérité par un travail acharné et constant, gagnant progressivement la confiance de ses collègues. Jasmine prenait occasionnellement de ses nouvelles, lui offrant mentorat et conseils.
Ethan se tenait fièrement aux côtés de Jasmine, non pas comme son sauveur, mais comme un partenaire solidaire qui croyait en sa vision. Leur pantouse devint un foyer chaleureux et accueillant, rempli de rire, de l'arôme de la cuisine d'Ethan et du cliquetis des outils de bijouterie de Jasmine chaque fois que l'inspiration la frappait. Bien que Jasmine pleurât encore parfois la perte de sa mobilité, elle découvrit de nouvelles facettes d'elle-même, force intérieure, empathie et leadership qui seraient peut-être restées cachées si sa vie avait suivi son ancienne trajectoire. Elle réalisa qu'elle ne se contentait pas de survivre, où elle s'épanouissait d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Un soir, alors que le crépuscule tombait, Jasmine sortit en fauteuil roulant sur le balcon, contemplant le coucher de soleil à couper le souffle. Le ciel était baigné de teintes roses et oranges, lui rappelant le nom de la marque qui l'avait propulsée en avant au Sunrise. Elle prit une profonde inspiration, absorbant la sérénité du moment. Dans son esprit, elle s'adressa à l'univers, « Merci de m'avoir donné la vengeance ultime, le bonheur. » Car au final, la meilleure vengeance n'avait jamais été de voir Léo souffrir. C'était sa propre liberté, sa propre joie, et une vie qui était indéniablement, magnifiquement et triomphalement la sienne. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.